Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du tribunal de l'actualité. Merci de nous recevoir chez vous en direct et en simultané à travers les médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles à travers les plateformes YouTube et Facebook. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Je suis avec les juges au siège, Geoffroy Vaha, Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Nous allons également dire merci et bonjour à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Alors on en sait un peu plus sur le plan national de déploiement et de vaccination contre le Covid-19 adopté par le Burkina Faso. La question était au cœur d'un déjeuner de presse samedi dernier. C'est aussi le sujet enrôlé pour la présente convocation, le mécanisme COVAX, le contexte de l'introduction des vaccins, la démarche entreprise par le ministère de la Santé et les cibles de la vaccination. Voici les grands axes de la convocation du jour. Et nous avons également comme convoqué le docteur Issa Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le président. Je rappelle que vous êtes le directeur de la prévention par les vaccinations. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre convocation. Nous serons à vous dans quelques minutes, mais ça sera après cette première virgule. Et pour cette partie, nous allons passer la parole au juge Bougma. Merci président. Mon avant-propos va concerner l'actualité que tout le monde connaît. La mort d'Idriss Déby. Les choses vont vite. Tellement vite, les obsèques sont déjà programmées. Et hier, quand on a vu la série d'informations sorties, on se rend compte qu'effectivement c'était préparé. Et c'était préparé, donc après l'annonce, rapidement, celui qui le remplace est connu. Quelque temps après, les membres qui composent le comité militaire de la transition, c'est connu. Et donc, c'est-à-dire que ça va vite, comme on le dit. Et dans la foulée également, les obsèques sont programmées. Là aussi, c'est connu. Donc, c'est comme on le dit, c'est allé très très vite. Et puis bon, voilà. Donc, mais ce qu'il y a, c'est peut-être les conséquences dont les uns et les autres parlent, parce que aussi c'est un pays qui est dans une situation géographique un peu délicate avec la Libye, ou parfois des excursions, avec le Soudan. Ça s'est plus ou moins calmé. Il y a le Nigeria à côté, avec Boko Haram, que le Tchad a combattu à plusieurs reprises, et avec un voisin camerounais qui a aussi des problèmes sur le plan politique. Et donc, c'est ce pays-là aussi qui, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, a beaucoup contribué au niveau du Mali, a infligé de lourdes pertes aux groupes armés pendant l'opération Serval, et qui a aussi pu envoyer des hommes au niveau de la zone des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Donc, j'ai dit, c'est un pays qui est dans une situation géographique assez délicate, à telle enseigne que même Barkhane s'appuie sur N'Djamena. Donc, la disparition d'Idriss Déby, c'est vrai que c'est la disparition d'un homme, mais si effectivement le système mis en place opère une bonne continuité et que le dispositif est intact, d'un point de vue, il ne devrait pas avoir de problème. Si les institutions sont fortes, oui, mais si c'est l'homme fort, tout le système effectivement peut couler, parce que c'est le système d'un homme, mais ce n'est pas un système basé sur la force des institutions, mais basé sur les muscles d'un homme. C'est en ce moment-là effectivement qu'il faut craindre. Mais en même temps, la disparition de Déby, nous sommes en train de dire c'est un autre Libye qui se prépare, si Déby s'en va et tout. Et puis nous sommes également dans une peur bleue. Et je ne comprends pas aussi. Parce que aussi il nous appartient de nous organiser en comptant sur les autres, mais en comptant d'abord aussi sur nous. Donc il y a aussi cette réalité-là qu'il faut qu'on se dise, quoi. Parce que qu'on dise que l'armée tchadienne est forte, et ceci et cela, et oui, mais elle s'est entraînée. C'est vrai qu'elle a eu des combats que nos armées n'ont pas eu. Elle a combattu contre les Libyens, le Soudan. Il y a parfois des incursions terroristes sur le territoire avant nous. Donc on pourrait dire que... Et puis il y a eu plusieurs rébellions. Chez nous c'était des coups d'État et puis on passe à autre chose. Là-bas il y a eu plusieurs rébellions. Donc c'est une armée qui a guéri. On ne peut pas nier ce fait-là. Voilà. Maintenant nous, avec le défi actuel, nous également, nous avons aussi le devoir de nous aguerrir, compter beaucoup sur nous
avant de pouvoir compter sur les autres. Mais bon, quand on regarde parfois, c'est vrai que il y en a qui craignent sur le plan géopolitique, géostratégique, le plan sécuritaire, il y a des craintes exprimées. Mais bon, je me dis, si c'est basé réellement sur la force des institutions, bon, ça pourrait être relevé. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre derrière cette disparition que peut-être certainement on aura l'occasion d'en parler au cours de notre émission consacrée à Idriss Déby au niveau du tribunal. Merci, juge Bouma. Nous allons à présent écouter ce qui a retenu l'attention du juge Vaha. Ah oui, ce qui a retenu l'attention de tout le monde hier, c'est bien la mort de Idriss Déby et tous les enjeux qu'il y a maintenant. Maintenant, ironie du sort, quand vous regardez, beaucoup, en tout cas, conviennent à dire que c'est aussi, quoi qu'on dise, un produit français, hein, comme il est venu et tout. Et quelqu'un aussi qui a, de son empreinte sur les questions de sécurité, pu travailler à donner une certaine offre qui, du point de vue qualité, était quand même reconnue de tous. Mais je disais encore, ironie du sort, si officiellement il est mort comme on dit, dans ces conditions-là, ceux qu'il avait en face, c'était des messieurs qui, il n'y a pas longtemps, étaient en Libye en train de combattre ces milices-là. Et c'était des forces pro-Haftar, encore soutenu par la France. J'ai dit c'est l'ironie du sort. Mais c'est la réalité que le monsieur il est parti. Il y a beaucoup de questions que cela suscite. C'est dit le contexte même de sa mort jusqu'à aujourd'hui, parce que pour beaucoup ça rappelle un peu un Jean Kabila. On cherche à savoir un peu ce qui se passe. Mais dès qu'il est mort, c'est un coup d'État qui a été fait. Et c'est son fils qui donc dirige ce comité militaire là pendant 18 mois. Est-ce que les 18 mois vont tenir? Ça c'est sûr que c'est clair que c'est un pointillé. Il y a une classe politique en interne qui dit ne pas être d'accord sur la façon dont la Constitution elle-même a été suspendue, puisque les textes sont connus. C'est le président de l'Assemblée nationale qui, lorsqu'on est dans des cas pareils, donc remplace le président. Donc on est dans un coup d'État pur et dur. Maintenant, est-ce que les Tchadiens pourront bander les muscles ou bien montrer leur désaccord? Je ne pense pas que le fils fera différemment du père. 37 ans, c'est comme bizarrement l'histoire se répète, c'est un peu pratiquement à cet âge-là que son père lui aussi arrive au pouvoir et fait 31 ans avant de mourir. Donc on attend ce que tout cela va donner, mais on espère seulement le meilleur pour les Tchadiens. C'est tout ce qu'on pourrait espérer aujourd'hui. D'accord. Comment envisager l'après Idriss Déby? C'est les enjeux et les questions que plusieurs personnes se posent. Nous aurons l'occasion d'analyser justement cette actualité-là au cours d'une convocation. Voilà. Donc merci en tout cas pour ces différentes clés de lecture. Nous allons à présent revenir sur le sujet qui a été enrôlé pour la présente convocation. Je le disais, le Burkina Faso a plus ou moins dévoilé son plan concernant en tout cas la vaccination et la lutte contre le Covid-19. Et pour en parler, nous avons à la barre ce matin Issa Ouedraogo. Il est le directeur de la prévention par la vaccination. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur le Président. Alors la question était au cœur d'un déjeuner de presse. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les ambitions du Burkina Faso à lutter contre le Covid-19 par la vaccination. On nous annonce autour d'1 380 000 doses pour la première phase. Alors, la première question, est-ce que ces doses sont déjà au Burkina Faso? Avant tout propos, je voudrais vous dire encore une fois merci. Et merci également au juge pour cette question d'importance que vous posez. Pour être direct, le vaccin n'est pas encore sur le territoire burkinabé. Vous savez que nous travaillons dans un cadre au plan mondial avec le mécanisme COVAX qui mobilise les vaccins et qui les met à la disposition des différents pays qui ont adhéré à ce mécanisme. Donc pour le moment, nous attendons encore de ce mécanisme les vaccins promis au Burkina Faso. D'accord. Alors, je l'ai dit, il y a un travail de communication qui est en train d'être mise en place pour d'abord expliquer le concept et aussi comment cela va se faire en termes de plan vaccinal. Vous l'avez dit, le vaccin n'est pas encore sur le sol burkinabé. Parlant de vaccin, quel est le type de vaccin qui a été choisi par le Burkina Faso? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, le mécanisme mobilise des vaccins et pour le moment, le vaccin disponible dans ce mécanisme et qui a été homologué par l'Organisation mondiale de la santé, c'est bien le vaccin AstraZeneca. Et le Burkina Faso doit recevoir le vaccin AstraZeneca comme les tout premiers pays qui l'ont reçu, par exemple la Côte d'Ivoire, le Ghana et tous les pays tout autour du Burkina Faso.
D'accord. Juge Bougma. Vaccin AstraZeneca, vous avez dit. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de polémiques autour de ce vaccin-là. Qu'en est-il réellement? C'est vrai que même avant la mise au point de ces vaccins, la polémique avait déjà commencé et on a même vu des pays qui ont arrêté de vacciner après avoir commencé, mais ils ont repris parce que des investigations ont tout de suite montré que le bénéfice est nettement supérieur au risque quand on reçoit ce vaccin. Quelle est la différence entre ce vaccin-là, dont les bénéfices-là sont supérieurs aux autres? Qu'est-ce qui fait la différence entre ce vaccin et les autres? Non, tous les vaccins qui ont été homologués ont le même bénéfice, ont les mêmes risques. Et les risques, c'est une question de probabilité. Moi, je peux prendre Pfizer, par exemple, l'autre vaccin qui n'est pas encore disponible dans la sous-région. Je peux prendre Pfizer, je manifeste un effet secondaire. Vous prenez AstraZeneca, vous ne manifestez rien. Donc, c'est en fonction donc, des individus, de la susceptibilité de chaque individu que les effets secondaires apparaissent. Et il faut savoir aussi qu'il y a des indications, des conseils qui sont donnés. Et par exemple, certaines personnes ne devraient pas recevoir tel ou tel vaccin parce que c'est contre-indiqué chez elles. Donc, quand aussi on ne respecte pas ces conditions sur le terrain ou alors les conditions de conservation de ces vaccins sur le terrain qu'on pourrait être amené à avoir des effets secondaires. Et comme vous le savez, tout médicament, j'avais même dans ma poche une notice de paracétamol. Quand vous lisez, vous n'avez pas envie de prendre le paracétamol tel que décrit en termes d'effets secondaires, c'est beaucoup. Mais le fabricant ressort tout ce qui est effet secondaire possible. Maintenant, c'est le terrain qui détermine la pratique et qui détermine effectivement la situation sur le terrain. Voilà. D'accord. Juge Var. Oui, mais bon, nous, on n'en est pas encore à inoculer ces vaccins-là, mais on regarde un peu ailleurs, ceux qui ont commencé, les critiques, on écoute un peu les débats qu'il y a. Il faut reconnaître que c'est pas forcément rassurant. Pour certains, on parle de tremblote, il y en a où les complications sont un peu plus fortes, et dans certains pays, le débat m'est allé jusqu'à se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas suspendre? Certains ont fait certains choix. Donc du coup, pour nous qui n'avons pas encore commencé, il faut comprendre que ce soit légitime qu'on ait quelques craintes. Et puis derrière aussi, il y a eu la course vers le vaccin qui s'est fait en un temps record. Et pour beaucoup d'observateurs, et quand vous écoutez les argumentaires, c'est que quand vous regardez ce que le mal occasionne en lui-même, le moindre mal, c'est de pouvoir juguler les choses avec une certaine proposition. Ça se comprend quand on est dans un contexte européen, avec les millions de morts, les milliers de personnes qu'on voyait dans des hôpitaux, dans des conditions infrastructurelles débordées et tout. Ça, on comprend un peu le cas européen. Moi, je reviens au cas burkinabé, où on n'est pas dans les mêmes proportions, où pour moi, ce n'est pas au regard de ce qu'on est en train de voir, est-ce que le moindre mal ne serait pas le vaccin? Est-ce que cet argumentaire, pour moi, ça tient ici? Je ne crois pas trop. Je me rappelle que rien que le 24 mars dernier, lors d'un point de presse, le porte-parole du gouvernement abordait la question du vaccin. Il y a un terme qu'il avait employé, je pense que je vais retrouver ça, pour ne pas le trahir, la situation n'est pas critique au point que le vaccin soit un sujet de grande préoccupation. C'était ce que disait le ministre il n'y a même pas un mois en fait. Et l'autre argumentaire qu'il nous ressortait, il disait au Burkina, regardez les données, depuis un mois nous sommes dans une tendance baissière, ce n'est peut-être pas une priorité. Donc, je reviens toujours dans nos proportions burkinabées. Quelquefois aussi, je me permets un long commentaire et puis après vous allez réagir. Parce que le commun des Burkinabés aujourd'hui se dit, mais on a eu des moments où on avait tellement peur ici. Chaque matin quand on se réveille, c'est centaines de cas. À un moment donné, on voyait les images à Tengandogo et tout. On parlait de vaccins qui commençaient ailleurs. Et jusque-là, chez nous, ce n'était pas vraiment une grosse option. Mais maintenant qu'on est dans les vingtaines de cas, des fois même on en a eu 17, 30, on sent vraiment une tendance baissière. C'est maintenant qu'on veut nous parler de vaccins. En tout cas, tout ça, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc, dites-nous un peu pourquoi le choix maintenant, alors qu'on n'est plus dans les mêmes proportions, on n'est plus dans les mêmes craintes, on n'est pas dans la même réalité que celle européenne. Alors, pour réagir, je voudrais encore une fois vous dire
toute ma reconnaissance pour l'intérêt que vous avez porté autour de ce vaccin. La crainte, c'est vraiment normal. Voici pourquoi le gouvernement lui-même a été très prudent dans la démarche. Si vous remarquez, dans toute la sous-région, c'est le Burkina seul qui n'a pas encore introduit le vaccin. Nous avons pris le temps d'observer aussi ce qui se passe, de lire davantage tous les aspects en rapport avec les vaccins, mettre à contribution des experts, des scientifiques indépendants burkinabés et qui ont contribué à ce qu'on aille jusqu'à prendre la décision d'introduire maintenant le vaccin. Dans tous les cas, pourquoi introduire ce vaccin au Burkina Faso? Nous sommes aussi concernés avec plus de 12 000 cas, vous allez dire plus de 13 000 cas, avec malheureusement plus de 150 Burkinabés qui sont décédés du fait de cette maladie. Ça, c'est extrêmement important à noter. Le Burkina aussi, du fait de cette maladie, a mal à son économie. Vous avez vu que l'onde de choc économique a touché toutes les couches sociales à tel point que le gouvernement a dû faire des compensations à un moment donné pour permettre aux populations de survivre à cette onde de choc. Il y a aussi le fait que cette maladie, bien qu'elle n'est pas prioritaire en termes du point de vue de la mortalité ou de la morbidité par rapport au paludisme par exemple, est en train d'impacter négativement sur la prise en charge même de ces maladies. Vous avez vu par exemple, on a enregistré des ruptures de médicaments, des ruptures de réactifs, du fait par exemple que des avions viennent rarement au Burkina. Donc c'est un ensemble d'éléments et c'est vrai que la tendance est baissière, mais nul ne sait avec ce passage à la transmission communautaire. C'est-à-dire avant, c'était quelqu'un qui venait d'ailleurs et qui infectait des gens. Là maintenant, la maladie s'est installée et il circule certainement à bas bruit parce que vous savez que aujourd'hui, avec le déni de la maladie qu'on connaît tous malheureusement, certaines personnes ne consultent plus quand ils présentent par exemple un certain nombre de signes. Donc, et vous avez aussi, vous l'avez bien dit, le Burkina n'est pas un pays isolé. Nous sommes avec des voisins, des pays voisins, qui sont en train de travailler à utiliser le vaccin et qui vont certainement, parce que l'efficacité du vaccin est démontrée, et ces pays vont éliminer le virus, vont faire en sorte que le virus ne circule plus. Donc le Burkina deviendra donc l'épicentre de l'épidémie si on ne fait rien. Donc nous avons pris vraiment tout le temps de comprendre ce qui se passe. Par exemple en Côte d'Ivoire, bien que certains pays en son temps avaient décidé d'arrêter le médicament, les pays voisins ont continué. Voilà, donc ce que je peux dire pour le moment, pour ce qui concerne le pourquoi la vaccination au Burkina Faso. Nous n'en avons pas fait une grande priorité, ce n'était pas une course à la mode comme certains pays l'ont fait, mais nous sommes restés donc dans notre logique de nous attaquer prioritairement aux maladies prioritaires au Burkina Faso. D'accord. Juge Bourma. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai que les dépistages volontaires, les Burkinabés ne vont plus, même quand ils présentent quelques symptômes. Oui, mais parce que c'est suspendu. Les tests volontaires sont suspendus. Si vous devez voyager, maintenant ça coûte 50 000. C'est à partir du 1er mai que ça va revenir à 25 000 pour ceux qui veulent prendre l'avion, pour ceux qui veulent prendre la voie terrestre, c'est 5 000 francs. Donc, comme c'est suspendu, à moins qu'il y ait eu une reprise et que nous n'avons pas su, c'est suspendu. Donc, s'il veut aller, il doit débourser 50 000 francs. Dites-moi, combien de Burkinabés sont en capacité de pouvoir le faire si effectivement il y a un rhume qui se présente avec une toux suffisamment suspecte. Donc, il y a ces réalités-là également qui sont là. Mais l'autre raison qui justifie l'intérêt du Burkina pour le vaccin, c'est ce que l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso en Salvéef a dit. En réalité, les 3 derniers points qui ont justifié le oui, c'est parce que, 1, il nous faut ça pour voyager, sinon les Burkinabés ne pourront pas voyager. 2, c'est parce que, également, sur le plan, on ne vit pas seul. Donc, il y a les, comment on appelle ça,
l'international qui l'exige. Sinon, en réalité, quand on regarde les autres aspects, c'est comme vous l'avez dit, c'était pas une course contre la montre et tout et tout. Mais en même temps, dans le même document, quand on regarde, on dit du fait de l'ampleur de la pandémie de la Covid-19 et de sa gravité, une procédure accélérée a permis l'approbation et la production de vaccins dont il existe différents types. En un temps record, la solution a été trouvée par rapport à la Covid-19. Le paludisme est une urgence pour nous. Le VIH-Sida est une urgence pour nous à un moment donné. Jusqu'à présent, ce n'est pas résolvé. C'est vrai qu'il y a des antirétroviraux. Mais quand la subvention dans ce domaine-là a commencé à s'amenuiser, on a perdu beaucoup de personnes qui vivaient avec le VIH-Sida, qui vivaient avec le virus du Sida. Il y a beaucoup qui sont partis. Donc, ici, la priorité, c'est qui définit et c'est prioritaire pour qui. Mais quand, au plan international, on induit une procédure accélérée pour trouver le vaccin, au plan local, qu'est-ce que nous avons fait pour trouver une solution endogène? On a passé notre temps à nous corréler. Essais cliniques, c'est tel service qui écrit pour dire on ne fait plus ça, c'est d'ailleurs suspendu, appui virine, les tradis praticiens, c'est balayé du revers de la main. Est-ce que nous-mêmes nous avons cherché une mesure endogène? On va faire comme tout le monde. À un moment donné, on va jouer le c'est pas course contre la montre, mais à un moment donné, les autres vont dire écoutez, ça suffit, vous ne vivez pas, on va se cloper le vaccin et puis on va circuler. C'est ce qui se passe actuellement, monsieur. C'est le constat que c'est ce qui se passe actuellement. Donc nous sommes dans une situation où c'est pas une affaire de mort, mais de toute façon on sait qu'à un moment donné, voilà. Et on débourse d'ailleurs combien pour les vaccins? Nous payons combien? Oui, pour ce qui concerne le coût de cette vaccination, il faut le dire de façon claire, le mécanisme COVAX est une alliance mise en place au plan international et avec la contribution de chaque pays, notamment les pays qui peuvent contribuer fortement, et nous recevons ces vaccins pour le moins jusqu'à une couverture de 20% de la population. Les vaccins seront gratuits. Et donc nous n'avons même pas eu le choix de faire le vaccin qu'on veut comme c'est gratuit, c'est-à-dire c'est celui qui donne qui dit prenez ça. Même si vous avez l'argent aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir autre vaccin qu'AstraZeneca. Pourquoi? À cause de la disponibilité. Les autres ne sont pas disponibles. Les autres ne sont pas disponibles. Mais pourquoi nous ne pouvons pas patienter alors? Oui, nous patientons pendant que puisque vous avez même dit que chez nous la tendance est baissière. Oui, autrement dit, la case ne brûle pas. La tendance est baissière, mais chaque jour, il y a encore des personnes qui se font contaminer. Chaque 2 jours, si vous regardez bien, il y a au moins environ 2 décès. Et donc, si je vous suis bien, quand le vaccin va venir, il n'y aura plus de cas. Oui, l'objectif du vaccin, c'est de réduire donc le risque de contamination, de protéger la personne contre l'infection et également contre l'infection sévère. Même quand vous êtes infecté, vous ne faites pas une infection grave. Donc on va réduire vraiment de façon importante le nombre de décès. Non, monsieur, la première vague concerne 1 380 000 personnes, c'est bien ça? Oui. Sur 21 millions d'habitants. Oui. Et puis ce sont des cibles prioritaires. Oui. Oui, mais la réduction à quel niveau? Non, puisque ce sont ces cibles-là, quand vous regardez, vous analysez les cas décédés, ce sont des personnes d'un certain âge, ce sont des personnes qui vivent avec une certaine comorbidité, telle que le diabète, l'hypertension artérielle. Donc voilà pourquoi nous voulons nous attaquer prioritairement, nous voulons couvrir prioritairement ces personnes en une première étape. Voilà. Non, sur la fourchette de 1 380 000, ces personnes sont combien? Environ 600 000. Environ 600 000, voilà. Alors, 1 380 000, environ 600 000 concernés effectivement par... c'est presque la moitié. Et chacun aura 2 doses. Voilà. Oui, c'est au fur et à mesure que le vaccin sera disponible. Sinon, dans le cadre du COVAX, il est prévu qu'on alloue environ 4 200 000 doses pour le Burkina Faso. Mais vous savez qu'il y a cette pénurie au plan international. Le vaccin n'est pas aussi disponible. Donc c'est au compte-gouttes qu'on recevra ces vaccins et on va prioriser au fur et à mesure. D'accord. Au compte-gouttes.
Okay. Justement, moi j'avais, parce qu'il aborde une question qui est intéressante, celle de la pénurie. Moi je me pose même la question comment on planifie justement dans ce contexte-là. Parce que si ma mémoire est bonne, Breton, qui est commissaire européen au marché intérieur, c'est le 18 ou 17 avril, c'est-à-dire il y a quelques jours, posait le problème notamment de AstraZeneca. Il se pourrait même qu'ils iront le contrat qu'ils ont avec eux qui court jusqu'en fin juin. La raison, c'est qu'ils ont demandé pour le premier trimestre en gros 120 millions de doses. Ils n'ont même pas reçu encore 30 millions. Et pour le second trimestre, c'est 180 millions de doses qu'ils vont demander. Moi, je parle de l'espace européen qui sont prioritaires sur nous. Donc, quand vous nous parlez stratégie, alors qu'on est en train de voir des débats comme ça sur la disponibilité même du produit, je me demande est-ce que notre stratégie la même va tenir. D'autant plus qu'on fait une dose, après vous venez encore pour une autre dose, et après vous allez planifier encore pour une autre campagne. Est-ce que votre planification là, vous êtes sûr que ça va tenir lorsque ceux mêmes qui sont forts, qui produisent eux-mêmes, ils sont dans la bagarre, si tu ne m'as pas encore donné, donc on va laisser le contrat. Une préoccupation, excusez-moi, votre préoccupation est assez juste, mais il faut savoir que plusieurs vaccins peuvent être utilisés par un même pays. Donc on a AstraZeneca, on aura aussi par exemple le Sinopharm produit par la Chine. On pourrait aussi éventuellement, en cas de pénurie, recevoir le vaccin au niveau de la Chine. Donc, au fur et à mesure, on a reçu 1,3 million, mais il y a une autre vague de... On n'a pas encore reçu, non? Non, on n'a pas encore reçu, autant pour moi. Sinon, on n'a pas encore reçu. On attend de recevoir ces vaccins, en tout cas, soit en mai ou plus tard, début juin. Mais ce que je veux ajouter, c'est qu'on ne va pas s'intéresser seulement à un seul vaccin pour couvrir rapidement les populations les plus prioritaires. D'accord. Alors vous dites que le Burkina a choisi de jouer la carte de la prudence. Pour le vaccin, c'est l'AstraZeneca qui a été choisi compte tenu justement du mécanisme COVAX dans lequel le Burkina a souscrit. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a des études, il y a aussi un travail qui est fait pour même la question de l'efficacité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des chiffres sur la question de l'efficacité? Oui, au plan, le fabricant a dit que son vaccin est efficace autour de 63-70%. Ça, c'est ce que le fabricant dit. Ça, c'est ce que le fabricant dit. Donc, et comme vous savez, la vaccination a commencé il y a 1 mois, 2 mois. Donc, pour le moment, on n'a pas suffisamment de recul, de données pour dire tel vaccin est à telle efficacité ou pas. Vous avez vu que pour AstraZeneca, par exemple, quand vous administrez le vaccin, la première dose, il faut 3 semaines pour que le vaccin commence à agir. Et quand vous ajoutez la deuxième dose, vous avez encore 2 semaines pour avoir l'effet maximal, la protection maximale due au vaccin. Donc, au fur et à mesure, les données d'efficacité seront disponibles, les données d'innocuité également seront disponibles, et nous allons donc communiquer avec vous pour que les populations en soient informées largement. D'accord. Oui, justement, parce que nous on veut mieux connaître le produit, on veut mieux connaître ce à quoi, je ne dirais pas qu'on s'expose, mais ce sur quoi on s'ouvre. De ce qu'on sait concernant la maladie à coronavirus, c'est que lorsque vous l'avez et qu'on vous traite, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le ravoir. Vous pouvez l'avoir à nouveau. Oui. Et donc on se dit que même les anticorps que vous avez développés et tout n'arrivent pas forcément à 100% à vous garder, à vous prémunir. La question du vaccin, est-ce que lorsqu'on a été vacciné, ça veut dire qu'on ne peut plus contracter le coronavirus? D'accord, je vais expliquer très rapidement, parce qu'on a vu des vidéos qui disent que malgré que des gens aient été vaccinés, ils ont quand même fait la maladie. C'est-à-dire, soit vous avez, puisqu'on ne teste pas avant de vacciner, soit vous avez été infecté juste avant de recevoir votre vaccin. Et j'ai dit aussi que après avoir reçu la première dose, vous avez 3 semaines pour avoir le bénéfice du vaccin, pour être protégé. Et il faut encore une deuxième dose pour compléter l'efficacité du vaccin. Vous avez encore besoin de 2 semaines. Donc, durant ce laps de temps, vous pouvez vous infecter. Mais après la deuxième dose, les gens sont protégés et on attend encore des données. Comme vous le savez, le vaccin, on a commencé à administrer dans les pays tout récemment. Donc, il faut du temps pour encore mesurer vraiment cette efficacité sur le terrain.
Donc ma question, lorsque vous avez été vacciné, c'est-à-dire après les 5 semaines, c'est-à-dire 3 semaines pour la première dose, l'effet c'est 3 semaines après, deuxième dose 2 semaines, donc après les 5 semaines, c'est ce que je pose comme question, est-ce que après les 5 semaines, logiquement, vous ne devrez plus pouvoir être atteint par la maladie à coronavirus, si vous avez fini ces 5 semaines? Tout à fait. Logiquement, on ne devrait plus être infecté par cette maladie, mais il se trouve des gens qui font quand même la maladie, malgré le vaccin, mais ils ne font plus des formes graves. Ils ne font plus des formes graves qui entraînent le décès. Voici, mais la majorité de ceux qui reçoivent ne font pas la maladie. Ils sont vraiment protégés. Jusqu'à quand, on ne le sait pas encore. Donc on attend encore des données de recherche qui vont le confirmer. Mais on sait que ceux qui reçoivent le vaccin, dans la majorité des cas, immédiatement, ils ne font pas la maladie. D'accord. Mais il y a aussi les cas où, après la vaccination, il y a d'autres complications liées à la vaccination. Oui, c'est ce que je vous dis. Ça, ce sont les manifestations adverses post-injection dites graves. Il y en a qui surviennent, bien sûr. Mais il faut savoir que ces personnes qui font ces complications-là, du fait du vaccin, allaient faire des complications plus graves s'ils rencontraient le vrai virus. Voilà. Donc, dans tous les cas, quel que soit le truc, même ceux qui font des complications, qui doivent être signalés le plus rapidement possible, parce que nous allons mettre en place un système de surveillance depuis le niveau communautaire jusqu'au niveau central pour nous assurer que tout cas d'effet secondaire est signalé et que la prise en charge est faite le plus rapidement possible. D'accord. Parlant du vaccin, il y a plusieurs enjeux. On a parlé de la question de la disponibilité, il y a la question du coût, parce que ça, c'est en termes de milliards. Alors, il y a aussi la question de l'adhésion de la population. Il y a la méfiance, il faut pas se leurrer. Quand on regarde un peu les commentaires sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour désarmer les esprits, pour permettre aux Burkinabés d'adhérer à cette campagne de vaccination si effectivement on commençait à la mettre en route? Oui, tout à fait. Nous avons, parallèlement au plan national de déploiement et de vaccination, nous avons un plan de communication. Et nous allons vraiment travailler à ce que tout le monde soit vraiment informé, à quelque niveau que ce soit informé des intérêts de se faire vacciner, de l'intérêt de se faire vacciner. Et également, nous allons communiquer sur les risques liés à ce vaccin et amener les gens, effectivement, après avoir été vaccinés, si vous avez le moindre signe que vous liez au vaccin, de ne pas vraiment hésiter à se présenter dans un centre de santé pour être pris en charge. Justement, de ce concert de l'AstraZeneca, pour ce concert de l'AstraZeneca, avec justement les plaintes qui reviennent, on parle de 2 éléments, thrombose et embolie pulmonaire. Peut-être expliquez-nous, pour que petit à petit aussi, comme nous on va s'ouvrir à ça, qu'on sache c'est quoi, et peut-être que s'il y a des petits signes, chacun pourra vous revenir pour dire il y a un petit problème, parce que le mot thrombose là, c'est pas trop accessible pour nous, embolie pulmonaire, bon, peut-être comment ça s'exprime ça pour que peut-être on comprenne. Okay. La thrombose, c'est la coagulation du sang dans une veine. Voilà, bon, dans une veine, et l'embolie, c'est le passage de ce caillot de sang là, puisque quand le sang se coagule à l'intérieur, donc un sang coagulé dans un vaisseau, et comme le sang circule, un caillot peut se détacher et puis se retrouver au niveau du poumon, aller boucher les vaisseaux au niveau du poumon et entraîner une inondation du poumon, le poumon n'est plus perfusé, et puis bon, avec des signes respiratoires qui vont apparaître ainsi de suite. Jusqu'à, en tout cas, on déplore très souvent des décès. Voilà. Donc ça c'est, et le caillot peut également se retrouver au niveau du cerveau et entraîner un accident vasculaire cérébral. Ce qu'il faut savoir, ce sont des effets secondaires assez rares. Et vous avez vu que c'est parce que les gens ont été vaccinés en masse dans certains pays que ces cas ont été recrutés aussi à un nombre qu'on peut juger
assez inquiétant, mais ce sont des effets secondaires très rares. Mais qu'est-ce qui pourrait provoquer d'ailleurs ça? Parce que vous avez dit tout de suite que c'est les gens qui éventuellement pouvaient développer ça. Alors, qu'est-ce qui provoque cela? Oui, c'est le mécanisme d'action aussi du vaccin, parce que le vaccin simule un peu le comportement du virus. Quand il rentre, il fait comme si il était le vrai virus, et l'organisme le reconnaît comme tel, comme le virus, et fabrique des anticorps qu'il garde à côté. Et dès que le vrai virus maintenant pénètre l'organisme, il ressort ses armes pour le neutraliser le plus rapidement possible. Donc, chez certaines personnes, le virus qui rentre, il peut se comporter effectivement. Vous avez vu que ceux qui ont fait des complications et qui se sont retrouvés en hospitalisation, en réanimation, après avoir été infectés par le vrai virus, ce sont les signes respiratoires. Ils procèdent par donc des coagulations à l'interne. C'est un peu ce que je... Et ça dit que c'était des personnes qui étaient déjà qui portaient déjà la maladie? C'est-à-dire? Est-ce que c'était déjà des personnes qui étaient positives, je veux dire? Non, pas forcément. Voilà, pas forcément. Le vaccin qui entre, comme je dis, peut entraîner des manifestations adverses graves, mais très rares. Voilà, donc c'est pas parce qu'ils étaient infectés. Non. D'accord. Alors, dans la stratégie de communication pour justement amener une adhésion de la population, il y a certains pays qui ont décidé de faire vacciner d'abord les autorités pour justement donner l'exemple à travers les images. Mais cette communication, entre griffes, n'a pas pris dans certains pays. Est-ce qu'au Burkina Faso, cette stratégie est prévue? Par exemple, que la première dose soit administrée au chef de l'État ou au ministre de la Santé pour justement rassurer davantage les populations. Est-ce que cette option-là est envisagée pour le cas du Burkina Faso? Voilà. Comme nous n'avons pas encore le vaccin sur le territoire burkinabé, mais sachez que moi je ne suis pas une cible prioritaire, mais s'il le faut, en tant que directeur de la prévention par les vaccinations, qui a contribué à ce qu'on opte pour la vaccination et qui sait que cette vaccination a des bénéfices, aura des bénéfices sur les populations, je vais me faire vacciner. Et certainement les autorités. Oui, bien sûr. On sait aussi que, vu l'engagement des autorités, des plus hautes autorités en la matière, bon, on verra ce qu'il y a à faire. Ça ne sera pas vaccination façon représentant ONU en Côte d'Ivoire, avec la polémique qu'il y a eu et tout. Vous connaissez le Burkinabé avec toute son intégrité, donc nous on ne va pas, on va faire. Si on ne va pas le faire, on ne va pas le faire. Si on le fait aussi, on le fait en toute réalité. Mais quand, en tout cas, un fonctionnaire onusien feinte le vaccin en mode direct, il y a des raisons de douter aussi. Mais je pense qu'il y a eu une communication correctrice qui est venue après pour dire qu'en réalité, le vaccin avait déjà été administré à cet individu, mais sans les caméras. Mais ils ont voulu en fait que les caméras viennent après, qui sont venus en retard, donc ils ont simulé cette vaccination. Ce qu'on aura appris. Voilà. Je veux bien comprendre, mais sauf que ces gens-là ne jouent pas avec la communication. Et puis en la matière, ce n'est pas une communication de rattrapage que cette structure va, que la représentation de l'ONU en Côte d'Ivoire va faire. C'est des gens qui veillent jalousement sur leur image. Et pour une communication de rattrapage, vraiment c'est du raté, parce que ce que nous avons vu, on ne nous a pas dit que c'est une communication de rattrapage. On ne nous a pas dit que c'est une simulation, alors que la communication aussi de sincère. Donc, on nous a dit que c'est une vaccination. Bon, du fort, on a vu quelqu'un qui n'a pas été vacciné, on a appliqué un sparadrap. Et après, maintenant, c'est quand l'indignation est venue que cette communication est sortie pour dire, en fait, il avait été déjà vacciné, donc c'était juste une simulation. C'était de montrer la preuve matérielle qu'il avait été vacciné, parce qu'il y a un document, et puis c'est tout. Est-ce qu'on avait besoin de faire vacciner une autre personne dans le service qui n'était pas vacciné? Là au moins on saurait. Donc bon, bref, on n'en parle, ce n'est pas notre sujet enrôlé, mais il y a quand même des choses qui tournent pas. Mais bref, c'est pas notre ici, vous avez dit les cibles prioritaires, c'est bien défini. Les enfants de 0 à 14 ans ne sont pas concernés. Et c'est à partir de 14 et autres, et puis après la race, la grande, ceux qui sont privilégiés, ce sont des personnalités qui occupent des fonctions. C'est que dans ces conditions, la question qu'on se pose, le gros de la population doit attendre ces doses quand? Oui,
comme je dis, nous allons procéder par priorité. Et au fur et à mesure que nous couvrons donc les populations prioritaires, enfin, et on évalue au fur et à mesure. Il n'y a pas de date précise pour dire après la vague de 1 380 000, la deuxième vague c'est tel nombre, mais c'est à telle date. Non, il y a un chronogramme établi. C'est de ça que je parle. Voilà, oui, il y a un chronogramme établi, mais comme je vous dis, c'est en fonction de la disponibilité. Vous avez vu que des pays qui ont commencé la vaccination même se sont plaints auprès des fournisseurs parce qu'ils n'arrivaient pas à recevoir la quantité de vaccins nécessaires. Mais monsieur, c'est normal qu'eux se plaignent parce qu'ils ont payé. Chez nous, ça a été donné. Oui, mais est-ce que nous allons payer la prochaine dose ou bien ça va être également un don? Oui, donc pour le moment, la priorité c'est de couvrir les 20%. Peut-être qu'après la couverture des 20%, on aura, grâce à ces 20%, on pourrait induire cette immunité de groupe et qui mettra fin à la vaccination au Burkina Faso. Mais dans notre planification, nous avons prévu d'aller jusqu'à 70% de la population. Et on va mobiliser donc au fur et à mesure les vaccins pour ce faire. D'accord. Juge va. Oui, moi j'aurais peut-être deux questions concernant les coûts, parce que lorsqu'il y avait le point de presse, je crois qu'il a été question de 50 milliards. On s'est dit que COVAX c'est une dynamique de mise à disposition. Bon, on pensait gratuit et tout. Maintenant, on parle de 50 milliards, dont 17, je pense, soutenus par le projet COVAX, non? Oui. Mais le reste est payé par le Burkina. Oui. Donc, ça veut dire que ce n'est pas si gratuit. Oui. Je vais peut-être faire encore une précision. D'accord. Effectivement, le plan va nous coûter, sa mise en œuvre va nous coûter environ 50 milliards avec environ 17 milliards pris en charge par le mécanisme COVAX. Mais il faut savoir que en fait, ces 50 milliards-là, le gros montant va vraiment dans l'acquisition du matériel, des équipements. Et nous voulons vraiment profiter de cette situation pour faire en sorte que chaque centre de santé puisse disposer d'un équipement adéquat en termes de chaîne de froid pour continuer même à vacciner pour les vaccins traditionnels que vous connaissez déjà. Vous savez que le Burkina a un programme élargi de vaccination assez performant qui utilise 14 vaccins contre 14 maladies. Et à l'heure actuelle, il y a des centres de santé qui ne disposent pas de cette chaîne de froid, qui sont obligés peut-être de garder leurs vaccins chez un CSPS voisin. Et nous voulons vraiment profiter de ça pour renforcer. Donc, même s'il y aura une contribution du Burkina en termes de ressources, ce serait surtout pour acheter ces équipements afin de renforcer nos centres de santé. Et les négociations également vont se faire avec d'autres partenaires. Donc il y a le mécanisme COVAX, mais il y a aussi d'autres partenaires qui sont en train de se mettre en place pour vraiment aider les pays à couvrir donc au moins 70% de la population afin d'induire une immunité de groupe. Donc il y a le programme de vaccination qui va être lancé par l'Union africaine. Ce sont des facilités qui sont en train d'être mises en place pour aider les pays à couvrir les populations. Alors, je rappelle que cette vaccination, en tout cas selon vos dires, elle sera volontaire. Alors, est-ce que dans les faits, on peut parler de vaccination volontaire quand on sait que certainement que ce vaccin-là va conditionner un certain nombre de choses. Pour voyager, certainement, on peut vous demander d'avoir ce vaccin à jour avant de voyager. Est-ce que finalement, on peut parler de vaccination volontaire? Non. Pour le moment, pour la majorité des cas, c'est volontaire. Quand quand le vaccin viendra, et d'ailleurs même nous avons commencé cette communication vers les personnes prioritaires. C'est volontaire, elles comprendront l'intérêt de se faire vacciner. Maintenant, il y a combien de voyageurs qui quittent le Burkina? Celui qui veut voyager se fait cette obligation de se faire vacciner, sinon au niveau peut-être qu'il ne pourra même pas embarquer. Peut-être dans ce sens, mais ça c'est pas le gouvernement
qui rend cette vaccination obligatoire. Alors, mais quand vous faites les simulations, elle peut coûter combien cette vaccination? Ou bien ça va être gratuit aussi pour les volontaires là? Non, pour les volontaires, parce que quand vous prenez une dose du vaccin, le Pfizer, vous avez autour de $10 par dose. Pour le AstraZeneca. Voilà, donc si la personne doit... On avait évalué autour de 80 000 francs. Mais nous, on n'en est pas là d'abord, puisque ce que nous allons recevoir, c'est un vaccin gratuit. C'est important, puisqu'il y a des Burkinabés qui disent, moi je suis volontaire, si ça vient demain, je suis prêt, si ça vient aujourd'hui, je suis prêt, quitte à payer. Donc c'est pourquoi je... C'est autour de 75 000, 80 000. Voilà, les 2 doses. Voilà. Peut-être qu'au fur et à mesure, les coûts vont baisser avec l'addition. Au premier moment, les coûts étaient quand même assez élevés. Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs choses à prendre en compte, la question de la disponibilité. Pour ce qui est de notre plan national, qu'est-ce qu'il faut retenir? Jusqu'à présent, il n'y a pas de date pour le début de la mise en œuvre de ce calendrier-là, ou bien il faut encore attendre? Non. Dans votre planification, quelles sont les périodes qui sont prévues pour justement les premières vaccinations? Oui, on sait que dans le cadre du mécanisme COVAX, nous aurons le vaccin en tout cas au cours du mois de mai. Et dès nous allons même commencer à préparer les modules, nous allons former les agents de santé. Dès que le vaccin arrive, il n'y a plus de temps à perdre. Vous savez que ces vaccins ont une durée de vie de 6 mois. Donc, nous sommes en train de nous préparer, nous allons former les agents et parallèlement, nous continuons la sensibilisation. Et dès que le vaccin arrive, nous allons utiliser notre système habituel de vaccination jusqu'au centre de santé de façon décentralisée et atteindre les populations les plus prioritaires. Voici. Okay. Tout à l'heure, je pense qu'il y a un point qui était très important. Je pense que votre présence aussi, ça participe de cela. C'est l'aspect communication. Parce qu'il y a des études même qui avaient été menées dans plusieurs pays, le Burkina y compris, je pense que c'était Bénin, Togo et autres, sur l'acceptation possible d'un vaccin au cas où on serait vraiment concerné. Et ça, c'était en plein lorsque le Covid était en train de sévir. Et l'enquête, elle traduisait un certain nombre d'éléments, c'est que les gens ne sont pas vraiment enclins à se faire vacciner pour plusieurs raisons. C'est la non-confiance au regard de la course folle vers le vaccin. Et puis, deuxièmement aussi, il y avait commencé déjà du côté de l'Europe tout ce qui revenait comme complications et tout. Donc, c'était pas de nature à rassurer. Et quand vous regardez dans ce que l'enquête donnait, vous vous rendez compte que même c'est les femmes notamment qui sont plus récessives à cela. Peut-être que je vais le trouver très intéressant, mais je dis donc la communication va jouer un rôle très important. Je dis le fait que vous soyez ici, ça participe de cela, mais la vaste campagne, parce que vous n'allez pas commencer à piquer les gens, il faut commencer à sensibiliser. Là-dessus, le programme c'est lequel? Vous allez commencer à déployer les choses, on va vous voir comment, quand. Ok, donc pour ce qui concerne la perception et l'acceptabilité même du vaccin, il faut savoir qu'il y a une étude en cours au Burkina qui va essayer de questionner vraiment toutes les couches, les groupes prioritaires, même ceux qui ne sont pas prioritaires, pour appréhender vraiment leur perception par rapport au vaccin, qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour attirer. Et nous allons, comme je l'avais dit, nous disposons d'un plan de communication et nous allons réviser vraiment ce plan de communication tenant compte donc des résultats de cette étude qui est en cours. Et en termes d'acceptabilité, je vais vous raconter très rapidement une anecdote. J'ai eu un grand frère qui est revenu de la Côte d'Ivoire la semaine passée. Bon, il m'a dit, lui, il a été vacciné, donc il ne respecte plus les mesures les mesures barrières. Je dis, explique-moi comment ta vaccination s'est passée en Côte d'Ivoire. Il m'a dit que le premier jour, dès que le vaccin est arrivé, quand lui il est parti pour la première dose, il n'y avait personne. Lui s'est quand même fait vacciner parce qu'il est connu diabétique
donc il s'est senti donc un sujet à risque. Effectivement, il est allé. Le premier jour, il n'y avait personne. Mais il dit quand lui, il est reparti 3 semaines après, puisque entre la première dose et la deuxième dose, c'est 3 semaines à 4 semaines. Et quand lui, il est reparti, c'était une longue file d'attente. Il a fait plus de 2 heures, 3 heures là-bas avant de se faire vacciner pour la deuxième dose. Donc c'est pour vous dire que les gens, effectivement, c'est normal qu'on s'inquiète, mais au fur et à mesure, elles vont percevoir donc l'intérêt de se faire vacciner en termes d'efficacité, en termes d'innocuité aussi. Et on va corriger au fur et à mesure. Il y a des pays qui avaient pris les doses mais qui ne les administraient pas. Est-ce qu'il y a une explication que vous avez reçue? Oui, vous savez que c'est l'impréparation. Et on reproche au Burkina d'être le dernier à déclencher la vaccination. Tous les pays ont commencé, vous n'avez pas encore commencé. Mais nous avons toujours dit, nous préparons. Nous allons nous préparer de façon souveraine, de façon, j'allais dire, convaincante, de façon prudente. Et c'est ce que nous avons exactement fait. Et nous allons mettre en avant la communication, et je pense que cela va contribuer à faire en sorte que les populations adhèrent à la vaccination. Alors, parce que nous la savons sûre et efficace. Une question en lien avec la précédente question de Bernard Bouma, vous l'avez dit, de façon estimative, une dose peut tourner autour de 80 000 francs CFA. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? La vaccination, elle sera certes volontaire, mais est-ce qu'elle va être gratuite? Est-ce que le consommateur ou le public aura à débourser pour se faire vacciner? Si oui, combien doit coûter justement ce vaccin? Dans le cadre donc de la vaccination mise en place par le gouvernement, c'est gratuit. Maintenant, au fur et à mesure, si un privé remplit les conditions et qui pense qu'il peut vacciner, il a les autorisations de faire venir un vaccin quelconque qui est sûr et efficace, il va certainement mettre son prix pour ceux qui veulent aller se faire vacciner dans ces structures. Mais pour le moment, pour ce qui concerne le programme du gouvernement, ce sera gratuit. En tout cas, voici ce qui est clair. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Dr Issa Ouedraogo, directeur de la prévention par les vaccinations. Avec vous, nous avons parlé du plan national de déploiement et de vaccination adopté par le Burkina Faso. On a pu, avec vous, parler du mécanisme COVAX, le contexte de l'introduction des vaccins, les démarches entreprises par le ministère de la Santé et surtout les publics cibles. Merci pour ces différentes clés de lecture. Nous allons dire merci également à messieurs les juges pour ces observations et ces questions qui ont permis de comprendre davantage le mécanisme qui est mis en place dans la riposte contre le Covid-19 au Burkina Faso. En tout cas, merci d'être passé. On se donne rendez-vous demain pour le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité. En attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.